Merci à tous d'être là. Bonjour à tous. N'hésitez pas à poser des questions du coup, comme vous commencez à le faire sur l'onglet conversation. On va essayer d'y répondre. On va y répondre du mieux possible et au fur et à mesure, mais en particulier, donc, on s'est aménagé un temps à la fin du webinaire pour pouvoir y répondre de manière plus détaillée et spécifique. Bien, onboarding, expérience collaborateur, opportunité et coûts cachés. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre assez mystérieux? Je propose de faire un petit tour de table en amont pour se présenter. Donc Yann, d'un côté. Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Yann Boisseau. Je suis le cofondateur de Tilt. Donc Tilt, c'est une plateforme d'intégration des nouveaux collaborateurs, plateforme d'onboarding. Et donc on accompagne une quinzaine de clients, tout type de clients, des entreprises type SNCF, type Groupe Louvre-Hôtel, ou aussi des startups qui ont levé des fonds, ou des OPCO. Voilà. Et donc à mon tour, François Alexandre Glaudet. Rapidement, j'ai un parcours assez orienté informatique de product management, de création de start-up, mais aussi en filigrane sur l'ensemble de ce parcours autour de la gestion des SIRH et de l'innovation RH, de l'expérience collaborateur, en particulier de l'expérience apprenant, où j'ai intervenu dans des grands groupes, des groupes de plus de 20 000 personnes, notamment sur la transformation de leur expérience apprenant. Et donc depuis maintenant un an, un peu plus d'un an et demi même, je travaille avec mon équipe sur quelque chose que j'ai chevillé au corps, qui est que le bien-être en entreprise peut favoriser la performance de l'entreprise. Et avec une particularité, c'est qu'au lieu d'essayer de passer sur des baby-foot, je le fais via la data. Donc voilà, c'est un positionnement un positionnement très tech, mais qui, je pense, a autant d'impact, sinon plus, que l'aménagement des locaux. Bien, passons au sujet du jour. Et avec Anne, on a pris la décision pour bien illustrer nos propos et pour bien montrer l'impact que peuvent avoir l'onboarding et différentes mesures en termes d'analytics RH, de vous prendre le cas de l'entreprise Gamma. Donc, une entreprise totalement imaginaire, bien sûr. Une entreprise qu'on a voulu qu'il soit plus proche de l'ETI parce que moi, j'ai plus l'habitude de travailler plutôt avec des grandes entreprises, Yann plutôt avec des PME ETI. Donc là, c'est bien intermédiaire. Donc une entreprise de 3500 personnes qui est dans une industrie plutôt de pointe, donc avec une vraie problématique de gestion des talents, de développement des talents, de recrutement aussi, alors, notamment avant la crise, mais je présage que si les talents sont de pointe, ça va plutôt se maintenir dans l'après-crise. Mais aussi une entreprise qui est plutôt familiale, avec une bonne durée d'ancienneté, puisqu'elle est dans la moyenne de l'ancienneté en France, c'est-à-dire 8 ans. Les gens restent en moyenne 8 ans dans l'entreprise. Seulement, Gamma a un petit problème, qui est un problème rencontré par beaucoup d'entreprises. Elle a un turnover qui lui aussi est dans la moyenne, qui est autour de 13%. Turnover de départ non souhaité. Avec deux temporalités bien précises au cours desquelles les gens restent ou s'en vont, qui sont à 7 mois et à 24 mois. Donc typiquement, ceux qui s'en vont avant la fin de la période d'essai, sans que l'entreprise l'ait désiré, ou ceux qui partent avant 2 ans, parce qu'ils commencent à s'ennuyer. Du coup, Gamma recrute, et Yann, je te passe la main. Donc en effet, l'entreprise Gamma aujourd'hui, donc on est parti sur une base d'une entreprise en effet de 3500 collaborateurs qui recrutait en moyenne 500 personnes par an. Dans le cadre de la présentation de ce matin, on n'a pas pris les 500, donc on n'a pas pris la globalité des collaborateurs. On a pris 3 types de collaborateurs que l'entreprise Gamma recrutait. Donc il y en avait 200 qui sont ce qu'on appelait des employés qualifiés. Pour d'autres entreprises, puisque c'est un exemple fictif, ça pourrait être des ouvriers qui ont un salaire brut à 21 230 euros. On a 50 recrutements qui sont ce qu'on va appeler des commerciaux. Donc des gens, c'est surtout sur une fourchette d'échelle de salaire qui sont à 50 000 euros bruts.
et puis des data scientists à hauteur de 50. Alors les data scientists, ça pourrait être aujourd'hui, par exemple, typiquement des développeurs également, qui peuvent être parfois à des salaires encore plus élevés. Ce qui est intéressant là, c'est de voir finalement que dans le cas du départ d'un collaborateur prématuré, c'est le coût de son salaire aussi qui est pris en compte bien souvent dans le calcul du montant que ça va coûter à l'entreprise. Donc après, je le redis, n'hésitez pas à nous poser des questions là s'il y a des choses qui vous viennent. Tous les chiffres qu'on vous donne là sont des exemples qui ont pour objectif d'illustrer en fait finalement les éléments qu'on va vous donner derrière. Donc un des sujets, donc ce n'est pas le seul sujet, un des sujets bien entendu c'est l'onboarding, donc c'est celui que nous on traite, c'est celui qu'on maîtrise le mieux dans la vie du collaborateur aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir en effet qu'il y a 86% des nouveaux collaborateurs qui décident de rester ou non dans les 6 premiers mois de leur embauche. Alors, c'est un chiffre qui peut paraître assez fou. Il y en a même 20% qui le décident dans les 45 premiers jours. Alors, ça ne veut pas dire que les gens vont partir tout de suite, mais c'est que finalement, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé lors de l'embauche. L'objectif, en effet, c'est qu'en mesurant un certain nombre d'éléments très concrets, on puisse réussir à identifier là où finalement il y a des points de douleur. Et ces points de douleur vont pas toujours être forcément les mêmes suivant les typologies de postes. On parlait d'un employé qualifié ou d'un ouvrier. Typiquement, peut-être que l'objectif, c'est de lui faire visualiser en amont l'équipe avec laquelle il va travailler, si c'est une chaîne de montage, si c'est il travaille dans un entrepôt, de faire en sorte qu'il ait, on va dire, un certain nombre d'éléments en amont de son arrivée. Si c'est un data scientist, typiquement, il va être très sensible à la communauté. On parlait des écoles d'ingénieurs, les data scientists ou les développeurs vont être très sensibles à la communauté et à l'environnement dans lequel il va évoluer. Donc tous ces éléments-là sont une partie des éléments, c'est bien entendu pas l'ensemble des éléments, il y en a beaucoup. On va dire que sur la partie onboarding, nous on va être amené à intervenir entre 1 et 3 mois avant le premier jour et 3 mois à 12 mois après l'arrivée. Pendant toute cette période qui peut être au maximum, on va dire, enfin minimum de 4 mois, mais qui peut durer 15 à 16 mois, l'objectif c'est d'avoir des moments où on va pouvoir mesurer un certain nombre de choses. Et on le reverra un peu plus loin. Voilà. Donc sur les coûts cachés, donc là vous voyez des éléments en dessous. Donc sur les phases d'onboarding, donc là j'ai pris de manière assez pratico-pratique quelque chose de relativement court. C'est ce que l'on observe chez la majorité de nos clients sur des parcours d'onboarding qui se font sur des périodes de 1 mois avant, entre guillemets, dans ce qu'on appelle le pré-boarding, donc c'est 1 mois avant l'arrivée du collaborateur, et puis jusqu'à 3 mois après l'arrivée. Les coûts cachés, finalement, ça va être typiquement, vous recrutez un commercial. Le commercial, on est le 9 juin. Typiquement, vous allez dire à un commercial aujourd'hui, écoute, on te recrute, on est très content que tu nous rejoignes et tu vas nous rejoindre le 3 septembre. Entre maintenant et le 3 septembre, la période est relativement longue. L'objectif, en effet, c'est de pouvoir lui donner accès à un certain nombre d'éléments avant son arrivée. Ça va être typiquement des dossiers sur lesquels l'entreprise Gamma a travaillé et qu'ils ont remporté pendant le courant de l'été. De dire, tu vois, sur ce dossier-là, il y a Julien et Sylvie qui sont dans ton équipe qui ont travaillé sur le dossier. Le contexte du dossier sur lequel ils ont été amenés à travailler était telle ou telle information. Donc, en fait, le collaborateur va s'imprégner d'éléments qui sont vraiment liés à son futur job. Et le jour où il va arriver, on aura déjà préparé des réunions de travail, etc. Il aura déjà un vernis, donc une capacité à s'intégrer beaucoup plus rapidement et à avoir accès à des informations qui le concernent directement. Donc on va dire que pendant toute la durée de son intégration, il y a des éléments finalement qui vont lui faire gagner du temps. Mettre en musique les acteurs clés, typiquement, alors au-delà on va dire de son équipe, de s'assurer que son manager soit là le jour de son arrivée, ce qui peut paraître assez fou, ce qui arrive assez souvent. Typiquement, un directeur commercial au mois de décembre, il est plus souvent à l'extérieur que dans ses bureaux. Que le nouveau collaborateur arrive et qu'il n'est pas là, qu'il n'y a personne pour l'accueillir,
eh ben, clairement, c'est pas bon, c'est pas bon pour le collaborateur. C'est-à-dire qu'il peut très bien mal le prendre, comme dire avoir un avis plutôt partagé sur la question. On est tous différents par rapport à ça, et l'objectif, en effet, c'est que toutes les conditions soient réunies. Tout ça participe finalement à la confiance, à des choses qu'on va pouvoir mesurer à l'issue de sa première semaine, du premier mois ou autre, et des éléments qu'on va pouvoir remonter. Aligner les périmètres et les enjeux typiquement à l'issue du premier mois. Là, nous, on est dans le cas concret de clients qui estiment que, si je reprends l'exemple du commercial, un commercial, à l'issue de son premier mois d'activité, doit maîtriser tel sujet. À l'issue du deuxième ou du troisième mois, de maîtriser tel autre sujet. L'objectif, en effet, c'est de montrer au collaborateur que finalement, on suit sa progression dans le cadre de son intégration, et que du côté manager, finalement, le manager s'assure que le collaborateur a une montée en compétences qui est logique. Plus la personne, en fait, finalement, avance dans l'entreprise, plus son manager est persuadé qu'elle maîtrise un certain nombre de choses. Si ce n'est pas le cas, le collaborateur, finalement, plus il va attendre, plus il sera compliqué de poser la question. Donc là, il y a, on va dire, une synergie des attentions. L'objectif, c'est de se dire, j'attends ça du collaborateur. Lui, il attend qu'on lui fournisse des informations. C'est de dire, bah, finalement, on t'accompagne. Donc après, voilà, là, l'objectif, en effet, c'est de mesurer et d'avoir des KPI qui vont être très différents. C'est-à-dire que l'entreprise Gamma va mesurer un certain nombre de choses. Une autre entreprise mesurera d'autres critères. Je te laisse avancer, Oui. François-Alexandre. Donc, en effet, tous ces éléments. Ah, est-ce que ça change? Non, c'est pas sûr. Voilà. Donc, tous ces éléments sont à prendre en compte. Bien sûr, il y a l'onboarding, il y a l'ensemble de l'expérience collaborateur. Une donnée qu'on sait très peu, en réalité, c'est que quand un collaborateur quitte l'entreprise, selon son niveau de hiérarchie, selon son niveau de compétence, selon la rareté sur le marché, et selon la dynamique de marché, il peut coûter entre 30 et 400% du salaire brut annuel. Vous rajoutez à ça un coût inhérent qui est le coût du désengagement. Donc, si vous avez on sait que 84% des salariés ne sont pas engagés dans leur entreprise. Ça, c'était une étude Gallup qui a pas mal tourné ces dernières années, qui a été assez frappante, surtout en France où le désengagement était assez fort. Et ben, ce désengagement a un coût aussi. Et là, c'est l'Apicil en France qui avait estimé que c'était autour de 15 000 euros par an. Entre l'absentéisme, à peu près 3 000 à 4 000 euros, et la perte de productivité, la perte de compétences, en tout cas de volonté de monter en compétences. Et puis si on rajoute à tout ça dans l'expérience le temps de quelqu'un démissionne, on n'est pas prévu qu'il avait démissionné, donc il y a 3, 4, 5, 6 mois pour retrouver son successeur, 3, 4, 5, 6 mois pour le faire monter en compétences. Donc tout ça rentre dans un coût lié au départ du collaborateur. Et puis il y a son coût classique, son salaire, les locaux, les badges à refaire, enfin bref, il y a tout un ensemble de coûts. Et donc quand on lisse ces coûts-là selon la durée de présence dans l'entreprise, on s'aperçoit qu'une fois normalisé sur un an, j'aurais pu le normaliser de manière à la journée, on s'aperçoit que plus une ressource reste dans l'entreprise, moins elle va coûter cher, en réalité. Donc typiquement, un data scientist, pour prendre celui qui coûte le plus cher là dans l'ensemble, un data scientist qui reste 2 ans dans votre entreprise, il va en réalité vous coûter 4 ans. S'il reste 4 ans, il va vous coûter 5 ans. Donc du coup, pour le même prix, vous auriez pu avoir 2 data scientists. Voilà. Donc, je pense notamment à tout ce qui est des entreprises de conseil où il y a un gros turnover avec beaucoup de métiers très recherchés, très demandés dans le numérique, dans l'informatique. On sait que les turnovers souvent sont de 2-3 ans parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le marché, etc. Donc, voilà, je vous laisse imaginer le volume de coûts que cela peut représenter et qui est en fait assez caché parce qu'on le reporte derrière l'acquisition de talent, derrière le recrutement. Donc, il y a une étude, encore une fois, là tout ça c'est des études statistiques qui sont plutôt mondiales, mais qui illustrent bien le propos, une étude de Deloitte qui a montré notamment que voilà, sur une entreprise de la taille de Gamma, donc de 3500 personnes, avec un turnover autour de 13%, donc tout étant dans la moyenne, on est sur un volume de coûts autour de 50 millions d'euros. Donc on verra à la fin que réduire le turnover ou améliorer la fidélisation de ses talents, donc via notamment l'expérience collaborateur, dont l'onboarding fait partie, c'est un véritable levier pour aller attaquer des coûts qui sont cachés et auxquels
tout le monde ne pense pas forcément naturellement au moment de faire sa politique RH et sa mesure de performance RH. Donc là, si on prend juste rapidement le slide en question, vous voyez que typiquement, voilà, l'employé qualifié, ça baisse calmement, mais plus on monte en compétences, en technique, je crois que les data scientists autour de 200%, mais un exécutif, par exemple, qui va avoir, je sais pas, un MBA très réputé et reconnu, etc., et qu'il va falloir 2 ans pour le remplacer ou 1 an pour le remplacer avec je sais pas combien de chasseurs de tête payés 20% de leur salaire derrière, voilà, ça peut vous coûter 400%, ça peut coûter extrêmement cher. Donc pouvoir faire des plans de succession, notamment en termes de compétences qui soient pertinents aussi, est extrêmement important. Donc là, du coup, on va voir ce que ça peut rapporter d'investir sur, non seulement d'économiser, mais aussi de pouvoir investir sur cette expérience collaborateur et sur la fidélisation de ces talents. Alors, pour toujours réduire les coûts. Donc, on reprend la même idée que le slide précédent, je présentais tout à l'heure. Dans la partie donc onboarding, bien entendu, il y a un certain nombre de choses que l'on peut automatiser. Alors, souvent, il y a des gens qui donnent le terme, qui sont des tâches à faible valeur ajoutée. Moi, j'aime pas l'employer. Ce que je dis souvent, c'est que c'est des tâches, en effet, qui sont chronophages, mais qui sont obligatoires, donc elles sont importantes. Souvent, dans les équipes RH, suivant la taille, on va répéter un certain nombre de choses qui finalement se font manuellement. Donc, nous, on le voit, hein, la majorité des gens avec lesquels on travaille le faisaient avant de manière très artisanale. Des exemples vraiment très bêtes, mais typiquement, ça va être les rappels de récupérer la carte vitale, le RIB au collaborateur ou prévoir son ordinateur, un badge pour le parking, toute une multitude de tâches finalement qui peuvent être complètement automatisées. C'est-à-dire que typiquement, si on parle des 3 profils que l'on a, donc on va dire des data scientists ou des développeurs, on a un profil 1, on va avoir le profil commerciaux et puis le profil employé qualifié. L'objectif, en effet, c'est d'avoir des parcours avec de se dire, en fait, tous les commerciaux chez nous, par exemple, ils ont une voiture de fonction. Donc, automatiquement, ils ont un badge de parking. Donc, ça, ce sont des choses que l'on va, entre guillemets, préparer en amont. Et que ce seront des tâches, en fait, finalement, qu'une personne du service RH ne va pas lui-même répéter. Alors j'ai un exemple qui nous avait frappé. Je me rappelle avec mon associé Jonathan, on avait été rencontrer un très gros cabinet de conseil à la Défense. Il nous avait dit en fait, si un jour vous êtes amené à rentrer chez nous, ou si vous voulez postuler chez nous ou le dire à vos amis, dites-leur de venir au mois d'avril ou mai. Parce que les fins de période d'essai, c'est pendant l'été. Et en fait, on a 40% de personnes qui passent en CDI en plus pendant cette période-là. Ce qui peut paraître dingue, et on avait trouvé ça assez drôle puisqu'ils en rigolaient, c'est que finalement, c'est juste de l'erreur humaine. C'est-à-dire que finalement, quand une personne des RH a en charge de gérer les fins de période d'essai, les renouvellements ou pas, c'est très souvent des rappels dans des agendas, ça se fait de manière manuelle. Ce cabinet, il recrutait 1200 personnes par an. Donc vous imaginez le flot avec des gros flots à la rentrée, mais c'était quand même plusieurs centaines de personnes pendant l'été qui finalement passaient automatiquement en CDI, juste parce que finalement il n'y avait pas eu de backup de la personne RH sur ce rappel-là. Donc tout ça finalement, au-delà des erreurs humaines comme on peut le voir là, c'est que finalement sur 1000, admettons on va dire 500 recrutements, donc là l'entreprise Gamma c'est 500 recrutements, sur ces 500 recrutements, 500 rappels, ça va être un rappel de entretien de fin de premier mois, par exemple. Des rappels, on peut en avoir 4-5 par collaborateur. 500, ça fait tout de suite 2500 rappels. 2500 rappels étalés sur 5, 6, 7 personnes d'un service ressources humaines. Vous imaginez la complexité, on va dire, d'avoir quelque chose de parfait, sachant qu'on n'a jamais de manière parfaite. L'objectif, en effet, c'est de pouvoir gagner du temps. Donc, tout ce temps que nos clients gagnent en automatisant ces choses-là, donc c'est-à-dire des relances, ça va être du SMS suivant certains clients, ça va être par email, ça va être des rappels dans les agendas. Tout ça mis bout à bout, finalement, fait déjà en amont gagner un temps ultra précieux, qui est un temps très souvent qui est réalloué à d'autres tâches. C'est-à-dire que nous, on le voit notamment chez un de nos clients qui nous disait ça il y a peu de temps, ils sont 4 dans l'équipe, et donc il y a une personne finalement aujourd'hui qui arrive à se dégager du temps qui lui permet d'organiser notamment un petit déj tous les mois pour les arrivants
du mois passé sur une matinée. Donc ça, clairement, elle arrive à créer du lien humain. Avant, en fait, elle ne pouvait pas le faire. C'était dans une équipe RH, ils étaient trop limités en termes de personnel. Et là, aujourd'hui, en fait, ils arrivent à organiser ce petit déjeuner tous les mois. Donc, c'est devenu un rituel où ils vont faire intervenir les DRH, une personne du CODIR également. Ils vont les réunir. Donc, c'est quelques dizaines de personnes tous les mois. Et finalement, enfin là, il y a un vrai, on va dire que c'est du temps qui a été réalloué à une autre activité. Donc, dans le cadre de l'intégration du collaborateur, typiquement, conforter le choix du talent, j'ai envie de dire, notamment après la première semaine ou après le premier mois, c'est notamment poser la question clairement au collaborateur en disant, voilà, tu nous as rejoint cette semaine, on est très heureux que tu fasses partie de l'aventure. As-tu des questions? Est-ce que certaines choses ne sont pas claires pour toi? Et quand c'est à l'issue du premier mois ou du troisième mois, c'est finalement de dire, voilà, tu as été embauché en tant que commercial sur la partie, je sais pas moi, vente support. Aujourd'hui, les objectifs que l'on se fixe ensemble vont être de te faire monter en compétence pour que tu arrives à tel objectif. Est-ce que ce sont des choses qui sont en phase avec tes attentes? N'hésite surtout pas à nous donner un certain nombre d'informations et si ce n'est pas le cas, on reviendra vers toi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté extrêmement rassurant pour le collaborateur. Et quand on dit qu'il y a 86% des gens qui décident de partir ou de rester, il y en a quand même plus d'1 sur 5 qui décident dans les 45 premiers jours de ne pas rester, c'est que clairement, il y a un loupé au niveau de l'intégration. Quand ton entreprise choisit un collaborateur, que le collaborateur a décidé de rejoindre une entreprise, en général, il y a de très grandes chances, sur le papier, que ça se passe bien. Quand ça se passe pas bien, c'est qu'il y a un loupé au départ. Et le loupé au départ, nous on le voit auprès de tous nos clients, c'est que souvent c'est le manque de réassurance. Et la réassurance, c'est toujours de s'assurer que finalement on se donne un objectif commun, mais si l'objectif commun on ne le suit pas, nous on le voit d'un manager à l'autre, on a des DRH qui vont dire à un nouvel arrivant. François Alexandre parlait tout à l'heure d'un exemple d'une personne avec un MBA, donc un profil entre guillemets assez rare, compliqué à recruter. Finalement, la capacité de l'entreprise à bien accueillir son collaborateur, elle repose uniquement sur les épaules du manager. Et le manager, en fait, c'est comme vous et moi. On me demande de préparer, je dis n'importe quoi, un steak tartare pour 10 personnes ce soir. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça, il y en a qui ne le sont pas. Si on apprend, on nous donne une recette et on dit voilà comment faire, on va t'accompagner et ce soir tu vas recevoir tes invités, ça va très bien se passer, ça se passe très bien. Là, c'est exactement pareil. Il y a des managers, quand on accueille quelqu'un, on dit tiens, tu vas rentrer dans l'équipe de quelle personne? Sylvain ou Julie? Sylvain, tant mieux. Parce que Julie, je sais qu'en termes d'accueil, elle n'est pas au top. C'est juste que Julie, son métier fait et sa personnalité fait que peut-être qu'elle n'est pas super à l'aise là-dedans. Donc l'objectif, en effet, c'est que nous, on puisse l'accompagner et qui est finalement l'entreprise Gamma, je veux dire, elle a une image à respecter. C'est pas normal, en fait, que quand un collaborateur rentre dans l'entreprise Gamma, que 2 collaborateurs qui rentrent le même jour, au bout de 3 mois, en fait, ils vont se retrouver à la machine à café. Et il y en a un qui va dire, moi, j'avais un t-shirt. Moi, ils m'ont fait une soirée le vendredi soir. On a fait un déjeuner d'équipe. Ils m'ont fait visiter les locaux. On a fait une activité à la fin du premier mois. Et il y en a un autre, en fait, il aura rien eu. C'est pas normal, en fait. C'est-à-dire que quand on achète, quand on achète une voiture ou quand vous achetez un iPhone ou ne serait-ce qu'un autre produit, tous les personnes qui achètent ont entre guillemets un minimum et une expérience qui est commune. Et c'est quelque chose que les gens partagent. Donc là, l'objectif, en effet, c'est dans la réduction des coûts. Finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées et beaucoup de temps qui peut être réalloué à des choses beaucoup plus humaines. Donc on parlait souvent je me rappelle avec Jonathan, quand on a créé Tilt, de dire c'est encore une plateforme logistique, une plateforme digitale. Alors oui, elle est digitale. Notre objectif quand même, c'est que ça rapproche les hommes. C'est de faire en sorte qu'il y ait un suivi, qu'on puisse parler, échanger et rectifier des choses s'il y a des choses qui ne sont pas bien mises en place. Donc voilà. Tu peux passer, François Alexandre. Je pense que justement, le sujet abordé, le fait de pouvoir rectifier, colle parfaitement avec ce qu'on peut dire côté analytique, c'est-à-dire que plus vous pouvez anticiper, l'enjeu derrière, c'est quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de construire un lien avec le collaborateur que vous recrutez. Donc le lien, il se crée, on le sait tous, même en recrutement par exemple, on dit que souvent la décision est prise dans les 30 secondes, la première minute de l'entretien, et quand la personne rentre. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le lien se créera avec l'entreprise, avec l'équipe, dans les 30 premières secondes où la personne va échanger avec son manager, ou dans les 30 premières secondes où
première heure, la première journée qu'il va passer dans vos locaux. Et donc, pour que la magie opère, pour que ça se fasse bien, il y a le côté très opérationnel, le côté bien gérer cette relation, mais il y a aussi le côté réduire, entre guillemets, le risque, mais pouvoir anticiper que la relation se passe bien. Et ça, aujourd'hui, on peut le faire on a des technologies, on a des moyens de pouvoir anticiper ces choses-là. Une première composante, c'est la composante culturelle. Est-ce qu'il y a un fit culturel entre l'entreprise et sa recrue au moment du recrutement? Et puis globalement, une fois dans l'entreprise, est-ce qu'il y a un fit culturel entre ses collaborateurs et l'entreprise? Est-ce qu'il y a un alignement entre la marque employeur, entre ce que l'entreprise prône, la vision, le sens de l'entreprise? Aujourd'hui, toutes les entreprises veulent avoir un sens. Est-ce qu'il y a un alignement entre ce sens et ce qui est souvent décidé dans les corporates et ce qui est expérimenté sur le terrain par les collaborateurs? De même, quand vous recrutez quelqu'un, quel est le risque que celui-ci parte au bout de 6 mois, 24 mois, 2 ans? Quelle est son espérance de vie dans l'entreprise? Tout ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on est en capacité de mesurer par l'analytics. L'analytics permet d'anticiper ce genre de petits écueils et de pouvoir créer une expérience un petit peu sans couture, où vous réduisez en amont le risque d'échec et en aval, vous corrigez les petits désagréments, les choses qui peuvent faire que ça plante à un moment donné ou à un autre. Et donc, par exemple, ici, là, sur le slide, vous voyez qu'il y a en réalité 2 domaines dans lesquels on peut déjà aller piocher pour pouvoir faire ce genre de prédiction, ce genre de prédiction des évolutions. Il y a d'abord le prévoir en interne, donc prévoir les départs, et surtout de prévoir les motivations qui sont derrière les départs. Donc, est-ce que c'était des problèmes culturels? Est-ce que ce sont des problèmes d'expérience? Est-ce que ce sont des problèmes de manager? Un de mes managers qui m'a le plus marqué, avec lequel je suis resté très, très bon ami, m'a toujours dit, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Donc, quels sont les bons et les mauvais comportements dans l'entreprise? Donc ça aujourd'hui, c'est essayer de le repérer en interne. Et puis, il y a aussi l'externe. C'est-à-dire quel est le niveau de tension pour cette ressource? Est-ce que cette ressource est véritablement un talent clé pour l'avenir? Quel est le potentiel au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise? Parce que son potentiel à l'extérieur de l'entreprise va être un facteur d'attractivité qui va influencer, bien sûr, sur sa capacité à rester ou non. Je reprends encore l'exemple des entreprises de conseil. Aujourd'hui, une SS2I une SN maintenant, elles font tout à peu près la même offre. Donc, sur quoi va se baser la différenciation pour un développeur, pour un product owner, pour un data scientist qui voudrait se positionner dans leur entreprise? Donc, typiquement, ça va être l'expérience collaborateur, la marque employeur, le salaire. Voilà, il y a plein de composantes, on en connaît certaines. Mais selon la personnalité, selon la culture, ça va aller sur différentes. Donc voilà, et de pouvoir construire ce modèle d'analyse, ce modèle de prédiction sur les évolutions, qui aujourd'hui est accessible via les données internes, mais aussi externes de l'entreprise. Il se passe plein de trucs sur Internet. Glassdoor, Indeed, même le cours de bourse peuvent avoir des influences sur ces éléments-là. Ça vous permet derrière de pouvoir construire des plans d'action ciblés qui vous permettent ainsi de pouvoir aller corriger les petits trucs. Et puis surtout d'y aller de manière fine, c'est-à-dire pas nécessairement de décider d'un grand plan d'action mondial pour l'ensemble du groupe et qui uniformise les réactions, mais plutôt de pouvoir adapter la réaction et la transformation au plus proche du terrain, au plus proche de ce qui est expérimenté concrètement. Parce que peut-être que l'expérience est très satisfaisante à Nantes, mais qu'un manager à Lyon crée une ambiance délétère dans le bureau de Lyon. Donc voilà, donc tout ça grâce à Analytics. Et puis là, j'ai une petite série d'exemples de choses qu'on pouvait faire en termes de plan d'action sur la base de ces prédictions, donc comme des actions de fidélisation. Ça, j'en parle beaucoup parce que c'est quand même le métier de base, mais ça peut être aussi adapter les compétences. Lorsqu'on voit que depuis l'externe, il y a des nouveaux métiers qui émergent, que les concurrents de l'entreprise recrutent d'autres profils, ont peut-être une stratégie différente en termes de recrutement. C'est aussi autant d'indicateurs qui peuvent indiquer un besoin à venir dans la gestion des compétences de l'entreprise. Prévoir, c'est aussi pouvoir aider les managers à s'améliorer, une forme d'amélioration continue, à pouvoir se former, à pouvoir peut-être mieux répondre. Et ça, c'est un vrai challenge
à une époque où la génération Y et la génération X qui arrivent représentent une majorité des salariés des entreprises. Et on sait que souvent les managers sont de la génération X ou commencent à être de la génération Y. Il y a quand même un gap aujourd'hui entre ces trois générations et les générations sont de plus en plus courtes. À mon époque, une génération c'était 20 ans, chez la génération Y, la X c'est 10 ans je crois, et la prochaine on anticipe que ce soit 5 ans. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter et se transformer en permanence. Comment on le fait sinon en essayant de suivre des analytics assez précis. Et puis il y a un autre enjeu qui est assez fréquent aussi, c'est de pouvoir, on est dans une société consumériste, une société aussi où la génération X, Y, nous on nous appelait les zappers. La génération suivante, c'est la génération très Netflix. Donc nous les zappers, c'est on change assez facilement. Netflix, c'est je veux un truc, je veux l'avoir dans la 10 minutes qui suivent. Je vais pas attendre que ça sorte dans 6 mois au cinéma. Donc il faut bien prendre en compte que ce mode de comportement de consommation a des impacts sur la relation entre les collaborateurs et leur entreprise. Donc de la même manière que quand vous regardez une série Netflix, si à la 2e saison vous vous ennuyez, vous regarderez peut-être pas la 3e saison. De la même manière, quelqu'un dans votre entreprise, s'il commence à s'ennuyer au bout de 2 ans, il va peut-être pas faire une 3e année. Donc, pouvoir aller personnaliser l'expérience du collaborateur et susciter son intérêt tout au long de son cycle de vie dans l'entreprise, c'est un point extrêmement stratégique pour pouvoir fidéliser et donc économiser sur les coûts de départ que j'ai montré tout à l'heure. De la même manière, pouvoir anticiper, c'est pouvoir anticiper un départ, pouvoir anticiper un besoin en interne qui va apparaître, je sais pas, Walmart par exemple est un bon exemple, où ils ont réussi à anticiper en amont, 3 ou 4 mois en amont, le fait qu'on ait besoin de changer le chef un directeur de magasin, et donc du coup ils sont aujourd'hui capables de recruter le remplaçant 3 mois avant, de le faire monter en compétence pendant 3 mois, et le jour où la personne en est fait part, le successeur est pleinement en conscience du rôle et est capable de reprendre le rôle tout de suite. Et donc on a une baisse de productivité qui est beaucoup plus faible que si on découvrait le départ du jour au lendemain et qu'on mettait 3 ou 4 mois à recruter le suivant et à le former. Et enfin, comme j'en ai parlé un petit peu au début, accélérer les recrutements, pouvoir se décider plus vite avec un niveau de risque plus faible. Tout ça, vous pouvez le faire justement en anticipant à la fois les compétences et l'expérience à partir d'une bonne compréhension de l'interne et de l'externe. Les SWOT, les porteurs, en stratégie, on a toujours une analyse interne et externe. Or, aujourd'hui, la plupart des analytics qui sont faites sont essentiellement faites sur des données internes. Et donc, on a une très faible vue sur l'externe. Et pour être complet dans son analyse et pour être complet dans sa prédictivité, il faut absolument avoir à la fois son cerveau droit et son cerveau gauche. Donc là, c'était les coûts. Comment économiser sur les coûts? Mais maintenant, concrètement, est-ce que ça peut aussi vous rapporter? Et là, alors, donc là, en fait, voilà, l'objectif, c'était de se dire, voilà, on maximise aussi les investissements. C'est-à-dire que typiquement mettre en place, alors comme le disait François Alexandre, une vraie politique où on prend en compte les éléments internes, externes de l'entreprise. On fait en sorte qu'il y a un réel alignement entre la politique, l'état d'esprit de l'entreprise, ce qu'elle fait réellement et les personnes qu'elle recrute. Dans le cadre de l'onboarding, typiquement, nous, dans la majorité des cas, on va être consulté où on a des clients qui utilisent Tilt dans le cadre de l'intégration de leurs nouveaux collaborateurs. Donc, l'objectif, c'est de le préparer avant son arrivée et dans le cadre de son intégration, donc dans les premiers mois. Par contre, aujourd'hui, on a beaucoup de clients typiquement qui utilisent Tilt aussi pour de la mobilité interne. Là, on a le cas d'un très grand compte où en fait, on a fait même beaucoup plus de mobilité interne que d'onboarding. Alors, la petite tétine en bas, c'est retour de congé maternité ou congé parental. Typiquement, en ce moment, on est exactement dans le cas, dans le retour de Covid. On a des entreprises, alors qu'elles soient à la défense, qu'elles soient PME, en province, dans des usines. Les gens, en fait, ont quitté leur lieu de travail pendant plus de 2 mois. Il y en a certains, j'entendais récemment la Orange, notamment sur Paris, des gros sites où les personnes ne vont pas reprendre, ne retournent pas dans leur lieu de travail en septembre. Donc là, on est sur des périodes extrêmement longues. L'objectif, en effet, c'est que le collaborateur ne se sente pas abandonné. Si je prends cet exemple
du Covid, on va dire que pour le congé maternité ou pour le congé maladie, le sentiment est exactement le même. C'est est-ce que l'entreprise a bien prévu mon retour? Il y a des choses qui sont extrêmement anxiogènes. On revient de congé maternité, on a changé d'étage, on a changé de manager ou de collègue, on n'est pas au courant, personne ne nous attendait. Autant vous dire que c'est en général très mal vécu. C'est pour cela notamment qu'il y a beaucoup de gens qui quittent leurs entreprises malheureusement suite à un retour de congé maternité. Là, l'objectif en ce moment, on le voit nous, notamment auprès de nos clients ou des gens avec lesquels on discute. Donc les DRH sont en première ligne dans la gestion de cette crise, notamment du Covid. Le retour à l'activité est un élément qui est extrêmement important. C'est-à-dire, on a affaire en effet à des personnes qui ont des sensibilités très différentes. C'est-à-dire, est-ce que j'aurai 1 ou 2 mètres d'écart avec mes collègues? Comment je vais manger le midi? Comment je vais me déplacer dans les ascenseurs, dans les escaliers? Donc l'entreprise, finalement, l'objectif, nous, avec nos clients, c'est de fournir un maximum d'informations, de garder un lien avec le collaborateur, de lui expliquer que l'entreprise a mis tout en place pour que ça se passe bien, de dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes à la Défense, ou vous êtes à Nantes, ou à Bastia, quelle que soit l'organisation de vos bureaux, c'est de rassurer le collaborateur en disant voilà, nous avons mis en place un système, une organisation qui va nous permettre et qui va vous permettre de reprendre le travail dans les meilleures conditions. Et puis le jour où il va revenir en disant mais voilà, tu es revenu au sein des bureaux depuis une semaine, on voulait avoir ton retour sur l'organisation au niveau, admettons, je sais pas, des repas, etc. Ne pas hésiter à leur demander leur avis, mais par contre derrière, quand on demande l'avis, il faut toujours en fait finalement aussi leur faire un retour et leur donner, on va dire, les suites de ces avis. Aujourd'hui, un point important également, c'est ce que disait François Alexandre, les gens restent de moins en moins longtemps, entre guillemets. C'est juste que finalement, l'attachement à l'entreprise n'est plus le même qu'il y avait 10 ou 15 ans. Les motivations de rester longtemps dans une entreprise aujourd'hui sont très différentes. Donc finalement, quand une personne décide notamment de quitter l'entreprise, globalement, quand une personne a réellement décidé de le faire, elle le fait. L'objectif aussi, c'est de dire, bah, finalement, voilà, tu nous quittes. C'est-à-dire qu'il va quitter un service. Donc très souvent, comme disait François Alexandre, il va quitter un manager. Les ressources humaines, comme on va dire, un rôle corporate, un rôle à jouer au sein de l'entreprise. Et là aussi, entre guillemets, via notamment ce lien, a aussi pour objectif de dire aux collaborateurs, bah, finalement, voilà, tu nous quittes. Les raisons sont des raisons qui regardent ton manager, qui regarde l'entreprise, mais nous, de notre côté, on est ravis que tu aies passé 1 an, que tu aies passé 2 ans, que tu aies passé 8 ans dans l'entreprise. Dans le cadre de ton départ, voilà la façon dont on va organiser et cadencer ton départ. Donc il y a 2 choses, c'est le suivre lui en tant que collaborateur et en tant qu'être humain, pour qu'une fois qu'il soit parti de l'entreprise, il se dise, bah, finalement, même si je suis parti pour des raisons qui sont super fun, dans le cadre de mon départ, ils m'ont suivi, ils m'ont permis en fait de quitter de manière assez propre l'entreprise. De l'autre côté, de manière très pratico-pratique, c'est exactement comme l'intégration. C'est que est-ce qu'il a rendu ses codes d'accès, est-ce qu'il a rendu son badge, est-ce qu'il a rendu ses chaussures de sécurité, est-ce qu'on a prévu pour lui un remplacement, est-ce quelles sont les personnes qui sont à même en interne de pouvoir le remplacer en termes de mobilité interne. Donc, le départ d'une personne, notamment aussi, d'un manager à l'autre, peut très bien se passer comme très mal. C'est-à-dire, je parle en termes de suivi pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a l'être humain, bien entendu, le collaborateur et l'équipe, mais il y a aussi, au niveau de l'entreprise, quand un collaborateur quitte une entreprise, finalement, les services des ressources humaines, elles sont pas toujours au courant, on va dire, elles peuvent être au courant assez tardivement. Et donc finalement, quand on va arriver, je parle notamment d'un commercial, une personne qui quitte un service commercial au mois de septembre, s'il est bien prévenu en amont, bah, tout va se mettre en musique pour que le recrutement se fasse sur les bons timings. Mais si la personne quitte l'entreprise au mois de novembre ou décembre et qu'en fait finalement le service RH va être au courant au dernier moment, bah, finalement l'équipe commerciale elle a une personne en moins à une période clé de l'année. Et ça aurait pu être anticipé. Donc là, c'est des choses finalement, que ce soit sur le côté humain ou sur le côté très pratico-pratique, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, entre guillemets, prévues et qui peuvent faire gagner énormément de temps et donc d'argent à l'entreprise. Tu peux avancer, François Alexandre. Oui, et bien, du coup, je vais continuer sur le gain de temps.
Un des points essentiels dont tu as parlé dans ton discours, c'est que, et surtout à sortie de période du Covid-19, on s'aperçoit qu'il y a deux choses. D'abord, on est dans une société de l'expérience. On recherche une succession d'expériences, d'où l'histoire un petit peu comme sur Netflix et le côté consumériste. Donc, ne pas oublier que les collaborateurs recherchent avant tout de l'expérience, plutôt qu'une carrière. C'est un grand truc fondamental. Et dans cette expérience, on s'est aperçu dans la crise du Covid-19 qu'il y a une économie, en tout cas un aspect qui est de plus en plus présent, qui est l'aspect du care, du take care en permanence, le soin, le prendre soin. On a parlé beaucoup de soignants tout au long de la crise du Covid-19. Cette économie du care, elle rejoint en fait l'économie de l'expérience. C'est-à-dire que c'est un peu une économie. Aujourd'hui, les collaborateurs recherchent la bienveillance. On entend beaucoup parler de bienveillance dans l'entreprise. Bien sûr qu'il faut être bienveillant, mais derrière, il faut comprendre ce qui se cache derrière les mots qu'on utilise. Et il y a vraiment cet aspect de recherche un peu d'un cocon protecteur. Et donc, il y a une entreprise qui a investi là-dedans. Mais alors, elle a investi massivement et surtout, elle en a fait le centre de sa culture d'entreprise. Cette entreprise, vous ne la connaissez peut-être pas nécessairement si vous n'avez pas été trop aux États-Unis, parce qu'elle n'est pas du tout présente ailleurs qu'aux États-Unis. Mais par contre, c'est une entreprise qui est dans une industrie où le care, on n'en serait jamais pensé au care. C'est-à-dire que, bon, vous l'avez vu, j'ai un peu spoilé, Chick-fil-A. Chick-fil-A, c'est une chaîne de fast-food aux États-Unis. Donc, comme un McDo, comme un Burger King, c'est pas forcément les entreprises les plus réputées en termes d'expérience collaborateur. Et ben, eux, à l'inverse de leurs concurrents, ont décidé de vraiment véritablement mettre l'expérience collaborateur au cœur de leur culture d'entreprise. Pour vous donner jusqu'où ça peut aller, il y a des témoignages par exemple, de managers qui sont incités par leur hiérarchie pour, si par exemple, je sais pas, un de leurs collaborateurs, sa femme vient d'avoir un accident ou est tombé malade, le manager, dans la culture Chick-fil-A, est chargé, se doit, d'emmener lui-même le salarié qui est sur son poste de travail à l'hôpital voir sa femme, parce qu'il n'est pas question que le salarié prenne la route de lui-même et risque à lui-même un suraccident ou je ne sais pas quoi, parce qu'il est mal à l'aise. Donc, le manager prend soin de ses collaborateurs. Et tout ça, c'est infusé dans la culture de l'entreprise un peu partout. Les feedbacks des collaborateurs est pris en permanence, etc. Et résultat, les chiffres que vous voyez ici. C'est-à-dire que Chick-fil-A, c'est une toute petite chaîne, 2400 points de vente. C'est très loin derrière un Subway qui était à 24 000, pratiquement 25 000 points de vente, d'un McDo, d'un Burger King que vous connaissez tous. Ils en sont très très loin en termes de nombre d'implantations. Mais quand vous regardez la rentabilité par lieu, vous apercevez qu'ils surperforment le marché. C'est-à-dire que pour 10 fois moins d'implantations que Subway, ils sont 10 fois plus rentables. Et c'est pas forcément une industrie à forte marge. Donc c'est pas nécessairement lié qu'au volume de vente. Donc là, on s'aperçoit qu'en fait, l'essentiel de leur surperformance, c'est parce que il y a des clients heureux, il y a des collaborateurs heureux, les collaborateurs sont contents de servir les clients, et donc ça se ressent dans l'expérience client. Je pense qu'on a tous eu cette expérience du McDonald's, du Burger King ou je sais pas quoi, face au caissier un peu agacé d'être là, qui sert les frites froides et en les servant. Ben voilà, ça ne se produit pas chez Chick-fil-A. Et dans un pays où tout le monde va surtout au fast-food, enfin beaucoup vont beaucoup au fast-food, ça devient essentiel et ça devient un vrai point différenciant par rapport au marché. Et donc là, on voit qu'il surperforme. D'ailleurs, je fais un petit spoiler, mais mon prochain webinaire sera justement sur cette thématique du lien entre l'expérience collaborateur et la performance commerciale, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la satisfaction client qui va en face. Donc, on est véritablement sur un lien que non seulement prendre soin de ses collaborateurs pendant l'onboarding et pendant l'ensemble de leur cycle de vie, ça vous fait économiser, mais ça vous permet aussi d'être performant. La moyenne, je crois, calculée par Deloitte, et je vais avancer parce que je vois que le temps passe, la moyenne, je crois, par Deloitte, c'est qu'une entreprise qui prend soin de ses salariés surperforme, a une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires 2,8 fois supérieure à l'ensemble du marché.
Donc il y a une vraie accélération de la performance commerciale quand on mesure sa performance RH et quand on va travailler son expérience collaborateur. Donc tout ça, c'est bien joli. Oups, j'ai avancé un peu trop vite. Tout ça, c'est bien joli, mais concrètement, Gamma, après tout ça, qu'est-ce que ça lui rapporte? Donc là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai repris un document, quelque chose qu'on m'avait demandé. Donc là, c'est pour vraiment donc c'est partie ROI, retour sur investissement. C'est des éléments, nous, que l'on ressort de certains de nos clients. Alors, ça reflète pas forcément totalement la réalité pour tous les domaines d'activité. C'est que en fait, c'est une cliente à nous qui a changé d'entreprise, qui est devenue DRH dans une autre boîte. Et elle voulait défendre l'intégration de Tilt, notamment auprès du CODIR, avec des chiffres concrets sur ce que ça allait lui faire gagner ou pas. Donc de manière très, on lui a construit ce tableau. Alors, plutôt à gauche dans un premier temps, donc sur le ROI temps passé, on a pris des fourchettes normales, on a pris des fourchettes très basses. C'est-à-dire que on est par exemple, alors, si on prend le cas de Gamma, sur 300 recrutements par an, on estime que pour un collaborateur, aujourd'hui, un service RH passe 1,5 jours. Donc il passe 12 heures mis bout à bout, toute information mis bout à bout dans l'intégration. On parle des services RH, de tous les services mis bout à bout. Ça peut être beaucoup plus. Ça peut monter à 3 jours. Donc ça peut monter à 21 heures chez certains de nos clients. On est parti du principe qu'en automatisant et en mettant en place, entre guillemets, des parcours d'intégration vraiment dédiés à certaines fonctions, on pouvait gagner ici notamment 25% du temps. Donc on pouvait gagner 3 heures, ce qui est vraiment le minimum. On a des clients qui vont gagner jusqu'à une journée et demie, donc 9 à 10 heures. Donc après ensuite, donc on avait mis donc le nombre de jours, donc ça faisait 300 recrutements fois un jour et demi, donc ça fait 450 jours passés par an, donc c'est 2 ETP. Avec l'intégration d'une plateforme, on pouvait gagner, donc on était à 337 jours. Donc en partant d'un salaire annuel RH, donc c'est un exemple, à 30K, chargé à 45K, on gagnait, ne serait-ce que sur 3 heures gagnées par collaborateur, on gagnait déjà 23 000 euros par an. Ça, c'est la fourchette basse. Vous faites le calcul d'une entreprise qui va gagner 6 ou 12 heures, vous multipliez par 2 ou par 4 ce montant-là. Ça, c'est très concret et nous, on le vérifie avec l'ensemble de nos clients. À droite, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est des projections. C'est-à-dire que ça, c'est des choses, finalement, c'est beaucoup plus complexe à mesurer. Donc, c'est là où ce qui est intéressant, ce que disait François-Alexandre, c'est là où on va aller mesurer un certain nombre de choses. On a des clients, en effet, qui vont mesurer le turnover. Alors, le turnover, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte dans le turnover. L'onboarding est une partie, mais il n'y a pas que la partie onboarding. On a des clients qui typiquement, comme on le disait tout à l'heure, ont des taux de turnover qui sont de l'ordre des 3 ans, donc qui sont des choses qui sont assez classiques. On parle de 8 ans qui est une moyenne en France, mais c'est vrai que ça prend en compte les très grosses entreprises. On a des clients qui ont des turnovers à 11 mois, à 13 mois. C'est très lié en fait à l'activité aussi de l'entreprise. Il y en a pour qui, en fait, finalement, la problématique, ça va être de mesurer tous les départs qui ont lieu avant la fin de la première année. Même s'ils ont une moyenne de personnes qui sont à 3 ans, ils se rendent compte que typiquement sur des profils de développeurs, les gens vont rester 11 mois, 12 mois. Donc là, il y a une vraie problématique. Il faut réussir à l'identifier. Donc, dans le cadre de l'intégration, notamment d'une plateforme d'onboarding, notre objectif, en fait, nous, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi cette typologie de poste, de profil, ne reste pas au-delà d'une année, ou compte beaucoup plus de départs, on va dire, que les autres profils avant la fin de la première année. Donc là, typiquement, on a pris un salaire de référence chargé avec un taux de départ qui était pour la période d'onboarding de 5%, de le baisser à 4,5%. Donc là, ça c'est un cas concret, c'est quelque chose qu'on a présenté, que j'avais présenté moi à un client. Donc l'hypothèse du coût de départ, en l'occurrence là, c'était 2 fois le salaire. En intégrant et en suivant l'intégration du collaborateur, donc on descend de 0,5% le taux de départ, l'entreprise gagnait déjà 135 000 euros par an. Donc là, ce qui paraît assez tout de suite assez dingue, assez important. Vous imaginez bien pour des entreprises qui vont recruter X collaborateurs. Ces chiffres, en fait, finalement, ils sont toujours à prendre à la mesure de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'une entreprise, une entreprise comme les nôtres, on est des toutes petites entreprises, dizaines ou cinquantaines, voire centaines de collaborateurs, 2 ou 3 personnes qui partent,
qui sont des personnes clés dans l'entreprise, bah, au-delà du coût, on va dire, de l'entreprise, c'est tout le temps passé. Donc, ça reste du coût, parce que c'est un montant là qui est même pas intégré ici. C'est que sur une entreprise, on va dire des PME ou des grosses PME, ETI, même de 100 collaborateurs, 150, 200 collaborateurs, les personnes qui sont chargées de recruter ou d'aller sourcer ces personnes qui vont quitter l'entreprise prématurément sont très souvent des personnes qui sont des personnes clés de l'entreprise, qui vont passer beaucoup de temps, qui ne sont pas forcément des entreprises qui ont la chance ou les moyens d'avoir des recruteurs, donc des gens qui ne font que ça. Donc là, l'objectif, en effet, à chaque fois, c'est de réussir à mesurer ces éléments-là et de les ressortir. Donc de se dire, finalement, mettons-nous clairement face aux enjeux qui sont les nôtres, mesurons le coût notamment du temps que l'on passe, au-delà du ROI des départs évités, et puis voyons finalement là où on peut gagner, entre guillemets, de l'argent. Donc c'est gagner de l'argent, mais c'est un gagnant juste sur cette partie-là, c'est que derrière, en termes de performance aussi et d'image de l'entreprise, ça a un impact sur l'ensemble des collaborateurs, et ça, c'est des choses finalement que l'on ne mesure pas, qui sont beaucoup plus complexes à mesurer. Et là encore, on est sur les 300 collaborateurs. Pour l'exemple de Gamma, on est sur les 300 collaborateurs concernés, oui, dans le cadre concernés par les trois exemples. Donc, ils sont à 500 collaborateurs, donc quasiment le double. Si on calcule tout ça, ça fait quasiment 200 000 euros d'économie. C'est 2 salaires, 2 personnes en plus dans le service RH. On sait que les services RH souvent sont un peu sous-staffés, donc on a quand même des leviers. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Parce que je vois que le temps passe, donc il ne reste que 7 minutes, donc il nous reste un slide, je vous rassure. Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin et avoir des économies, cette fois-ci, massives? Et c'est là où l'automatisation des tâches qu'on évoque ici et l'analytics s'imbriquent. C'est-à-dire que, typiquement, je vais vous donner, j'aime bien rendre les choses un peu concrètes et donner des exemples de ce qui a été fait par certaines entreprises. Mais pouvoir ajouter des analytics sur l'ensemble du cycle, ça a des effets massifs sur vos économies. Donc, par exemple, là, j'ai fait une section de 3 programmes menés par des très grandes entreprises cette fois-ci. Donc, on change d'échelle. Donc, Crédit Suisse, Chevron et Children's Health. Donc, c'est un réseau d'hôpitaux pour enfants aux États-Unis, qui est plus modeste. Lui, il doit être plus proche des 4-5 000 personnes. Crédit Suisse énorme, Chevron énorme. Donc Crédit Suisse, eux, ils se sont aperçus qu'ils avaient un fort turnover, dans les moyennes quand même, mais un petit peu plus élevé, donc 15-16%. Et ils ont identifié les branches où c'était. Donc ils ont mis beaucoup d'analytics là-dessus. Ils ont estimé que grâce à leur modèle et grâce aux actions qu'ils avaient pu mettre en place, grâce à ça, ils avaient fait une réduction d'1 point du nombre de départs non souhaités et que ça leur avait généré entre 75 et 100 millions d'euros d'économie. Donc on voit que 1 point de turnover en moins sur des grandes entreprises a tout de suite un effet massif sur le budget de ces boîtes-là. 115-100 millions d'euros d'économie, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de services RH qui soient dans ces budgets-là. Donc en gros, vous gagnez du budget RH avec ça. Chevron, leur modèle était un petit peu différent, mais très proche. C'est aussi de l'analytics qu'ils ont mis dans toutes les grandes branches, de l'entreprise. Ils ont gagné 20% de productivité. Bon, au-delà de ça, c'était pas super quantifiable, mais du coup, ils ont aussi automatisé un certain nombre où ils se sont rendus compte de certaines tâches qui étaient automatisables, et donc ils ont pu, grâce à ça, éviter plus de 100 heures de travail redondant éliminés sur une unité. Donc, je vous laisse multiplier par le coût horaire des salariés et ça vous donnera à peu près les économies qu'ils ont pu réaliser grâce à ces analytics. Et puis, Children's Health, du coup, pareil, analytics sur l'ensemble, détection de pourquoi les collaborateurs avaient tendance à partir ou à moins s'engager, détection des conditions de travail, parce que forcément, un hôpital, pour les enfants, les conditions sont aussi assez, on l'a vu là pendant la crise, particulièrement difficile, particulièrement éprouvante. Faut avoir le cœur accroché souvent. Et donc, qu'est-ce qui pouvait faire que les collaborateurs, malgré ce contexte de travail très difficile et très stressant, puissent se sentir mieux et puissent ne pas partir dans un autre système de santé plus simple, on va dire, à gérer. Et donc là, cette fois-ci, sur 3 ans, ils ont estimé avoir pu faire 15 millions d'euros d'économies en évitant un certain nombre de départs et en
en ayant une bonne maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'expérience du collaborateur. Voilà, donc il nous reste 3 minutes. Donc si on a des questions, on va essayer de les traiter assez rapidement. Peut-être nous présenter rapidement pour conclure. Tite. Ouais, bon, rapidement, du coup, vous avez bien compris. Donc, avant les questions, voilà. Plateforme d'onboarding collaborateur. Donc, nous, on existe depuis 2018. On accompagne tout type d'entreprise. Alors, la plupart de nos clients sont quand même des grosses PME ou des ETI. Mais on est assez sollicité par les grands comptes, donc on accompagne le groupe Louvre-Hôtel, c'est Kyriot Campanile, on va accompagner des gens comme SNCF sur des problématiques très diverses et variées. L'objectif en effet, c'est qu'on met à disposition ce qu'on appelle une plateforme qui est bien entendu sur desktop mais aussi sur mobile, un web app mobile, finalement qui va permettre aux collaborateurs d'être accueillis dans les meilleures conditions, également d'accompagner le manager dans l'accueil de ses futurs collaborateurs et bien entendu de permettre au service des ressources humaines de piloter l'ensemble des arrivées, des retours de congé maternité. On parlait des départs d'entreprise. Suivant les entreprises, on va mettre en place ces choses-là. Et on a une très forte particularité chez Tilt, c'est que l'on fait du sur-mesure, qu'on a vocation à avoir une solution extrêmement simple, facile à prendre en main. Et c'est souvent pour cela que l'on nous choisit. Voilà. J'en profite juste, pensez à mettre les questions dans les conversations pendant qu'on présente rapidement nos boîtes, comme ça on pourra vous répondre rapidement. Donc moi, Kevitra, je ne sais pas si vous voyez mon site, ça n'a pas changé sur mon écran, mais là ça a changé. Kevitra, nous on a une solution qui va aller travailler sur toutes les données dont vous disposez en interne, à la fois dans le silo RH, mais aussi parfois dans le CRM ou dans d'autres applications en interne. On va aller mélanger tout ça avec des données externes. En fait, on a aujourd'hui en base de données plus de 10 millions d'offres d'emploi sur plus de 5000 entreprises en France et à peu près 2 millions de CV en base de données. Donc ça nous permet de pouvoir détecter les tendances de marché, de pouvoir détecter, comme je vous disais, le cerveau droit, le cerveau gauche. Et tout ça, on mixe pour vous aider après via notre logiciel dans la fidélisation de vos talents. Donc, c'est-à-dire identifier quels sont les talents clés, les talents qui véritablement sont d'une en risque, mais surtout très demandés et en tension, et stratégiques pour vous. Quels sont leurs risques par rapport au départ, donc l'attrition, les tendances de marché. Comment vous pouvez transformer en interne et comment vous pouvez mettre en place un ensemble de plans d'action avec quels acteurs également, acteurs qui peuvent être externes, là-dessus, et puis derrière, mesurer l'impact de vos mesures sur votre performance RH. Donc, comme on vient de le dire, quel est le ROI des actions que vous avez pu mener. Alors, je vois qu'on est pile poil sur la présentation. On va quand même prendre du temps pour les questions. Je remercie du coup Magali pour ton message. Magali qui est RH, qu'on a eu l'occasion de faire plusieurs fois, donc coucou. Enchanté que tu puisses découvrir Kevitra et tu pourras échanger avec François Alexandre quand tu le souhaites. Je vois qu'il y a une autre question. Alors, vous avez nos coordonnées ici. Oui. L'hypothèse des coûts de départ 2 fois le salaire. En fait, c'est un ensemble d'études qui ont été menées en France et aux États-Unis. Je pourrais reciter les sources. Je les avais notées. Voilà. Donc, il y a le MIT notamment, Workforce Magazine, Saratoga et Group. Enfin, voilà. Il y a un ensemble de sources qu'on a compilées en interne. Et en fait, donc c'est pas 2 fois, c'est entre 30% et 400% du salaire annuel. Selon le niveau, voilà, typiquement un worker, enfin un salarié à l'heure, ça va être plutôt autour de 30-50%, et un exécutif ou un rôle très spécialisé, d'où l'hypothèse des 200% pour les data scientists, donc quelque chose qui nécessite vraiment d'avoir des compétences techniques approfondies, les docteurs, tout ça. Là, on est plus sur du 200 à 400% selon son niveau de hiérarchie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, merci Aminata. À très bientôt du coup Aminata, puisqu'on se reverra bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous appeler, et puis on se fera un plaisir de vous répondre. On vous tiendra au courant. Je sais que Kevitra fait un webinaire bientôt, donc vous serez au courant. C'est ça. N'hésitez pas à nous suivre sur la page de LinkedIn, nous suivre sur nos pages LinkedIn. Comme ça, on met puisque nous, comme vous, on travaille de plus en plus, on le faisait déjà pas mal, mais en visio et à distance, donc on vous mettra au courant des actualités et des potentiels webinars qu'on organise l'un et l'autre, chacun de notre côté.
notamment au sein de Rhizome. Rhizome, c'est Paris & Co, c'est l'incubateur de la ville de Paris. C'est de là où on se connecte Quavitra, notamment pour la petite histoire. Merci à Rhizome. Suivez bien donc nos pages LinkedIn. Merci à tous. Juste pour info, donc ça sera le 30 juillet. Le 30 juin. Pourquoi c'est marqué en juillet? Notre webinar sur le 30 juin, c'est ça, sur l'impact de l'expérience collaborateur sur l'expérience client, donc la performance client. Et puis d'ici là, je pense d'autres webinars, un peut-être en commun avec d'autres entreprises de Rhizome, mais je m'avance peut-être un peu. On essaye de monter ça avec eux. Voilà. Merci à tous. Juste la question de Aminata, possible de recevoir ces slides. Alors laquelle pardon. Ah oui, possible sur les slides. Oui, pour les slides. Alors vous aurez accès au webinar après. Vous avez toujours accès après. Voilà. Est-ce que l'on peut télécharger les slides? C'est une bonne question. Je ne sais pas. On l'a enregistré. Je vais mettre les slides. On va mettre les slides sur un support pour les téléchargements. Et l'accès à l'étude de Deloitte. Alors, ma seule question, ça serait à quelle étude de Deloitte, parce que j'en ai cité un certain nombre. Une des principales que vous pouvez retrouver et qui est très intéressante et qui contient la plupart des chiffres qu'on a utilisés, c'est le Global Trends qu'ils diffusent chaque année. Voilà, sur cette étude-là, il y a deux études principales qui sont très très intéressantes sur la rétention des talents. Il y a Deloitte HR Global Trends, je crois que c'est le nom, vous la retrouvez chaque année, Global Change, et vous avez une autre qui est de Manpower aussi, dont j'ai plus le nom, mais qui chaque année fait un baromètre qui est extrêmement intéressant sur les niveaux de tension, les populations en tension, et certains des chiffres qu'on vous a présentés sont issus également de cette étude. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment chaque étude. Là, je vous avouerai que j'en ai tellement lu que j'ai pas tous les liens ici. Mais voilà, envoyez-moi un mail si vous voulez en avoir un petit peu plus et je vous renverrai tous les liens. Voilà, vous avez nos contacts de toute façon. Quasiment dans les temps. Bonne journée et bon appétit. Bonne journée à tous, bon appétit. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.